Bonsoir, merci d'être là pour cette première présentation. On va essayer de faire avec François une sorte d'ouverture de plusieurs des thématiques qu'on va aborder dans le week-end que mentionnait Sarah tout à l'heure. L'idée c'est que on commence à aborder un certain nombre de thèmes, puis qu'on puisse après en discuter ensemble. Et comme le disait Sarah, en fait, si on commence à parler de ces enjeux, de techniques, de progrès, etc., ça amène tout un tas de questions, notamment celle qui est posée par cette conférence introductive, qui est est-ce qu'on peut parfois arrêter le progrès, on n'arrête pas le progrès. Et ce genre de questions, c'est assez difficile de les poser sans inviter François Jarige, qui est la personne que l'on convoque systématiquement pour parler de tout ça. Et c'est heureux parce que François Jarige, il est historien et travaille depuis des années et des années sur cette question de ce que sont les techniques, ce qu'est le progrès, ce que sont les controverses techniques. Et tout ça à partir d'une thèse que tu avais fait sur les briseurs de machines dans les années au 19e siècle, de 1780 à 1860, qui avait donné ensuite un petit livre, je dis parfois, mais en fait c'est un énorme pavé, qui s'appelle Technocritique, publié en 2014, qui sert encore de référence pour comprendre ce qui se passe autour des controverses techniques. Tu es aussi engagé dans l'actualité avec une activité de production, notamment au sein d'associations comme Technologos, de journaux comme la revue en ligne terrestre ou le journal de la décroissance. Et tu as notamment du coup fait un petit recueil de certains de tes articles pour la décroissance qui s'appelle « On arrête parfois le progrès ». Donc c'est la première question peut-être à poser, c'est est-ce qu'on arrête parfois le progrès? Est-ce qu'il faut arrêter le progrès? Qu'est-ce que ça veut dire ça? On arrête le progrès. Qu'est-ce que c'est le progrès? Bon, bah, Je vous laisse, voilà. Ça commence mal. Non, mais bon, bah, c'est vrai que l'idée, c'est d'aborder des gros morceaux, là. Des grosses questions, des grosses catégories, des gros sujets. Donc, comme tu l'as dit, moi, je suis historien. Je vais pas essayer de définir d'un point de vue philosophique ce que c'est la technique, ce que c'est le progrès. Moi, je suis historien, j'essaye de m'intéresser à d'où viennent ces notions, comment elles sont utilisées dans la société, à quoi elles servent, à quoi elles fonctionnent. Quand tu dis que c'est heureux que je dois parler de ça, en fait, c'est extrêmement épuisant de parler de ces sujets parce que c'est des sujets qui sont omniprésents dans l'actualité, mais qu'on a parfois du mal à saisir parce qu'on est piégé dans toute une série de difficultés, c'est-à-dire bah oui, on est contraint par le fait que dès qu'on commence à critiquer telle ou telle innovation, on va être renvoyé du côté des Amish ou de la réaction. Voilà, donc on est vraiment tout de suite coincé, ce qui empêche de poser des problèmes pourtant profonds et fondamentaux. Donc, le chef des Amish de France. voilà. Donc voilà, c'est pas facile d'avoir cette image collée sur la tête d'être le chef des Amish de France. Mais alors, j'avais fait un papier. Si on commence à partir comme ça, on va pas arriver au bout. Mais quand Macron avait fait cette sortie, j'avais fait un petit papier sur les Amish dont on pourra reparler parce que c'est effectivement un groupe religieux qui a fait le choix d'arrêter le progrès. Donc évidemment, on n'est pas obligé de partager leurs valeurs religieuses, leur représentation du monde, mais en tout cas, ça veut dire que certaines communautés font des choix qui peuvent aboutir à abandonner certaines trajectoires parce qu'elles sont en contradiction avec leur représentation du monde, leurs valeurs. Alors eux, c'est des valeurs religieuses, mais on peut très bien considérer que c'est le soin de la terre, la volonté de produire un monde technique qui soit moins destructeur, qui façonne des choix techniques. Bon, mais là, c'est pas la question. Donc, on essaye de reprendre le point de départ. Le progrès. Donc, pour commencer, pour répondre à ta question, je vais juste dire deux, trois choses sur qu'est-ce que c'est le progrès. Qu'est-ce que ça veut dire dans une perspective historique? D'abord, je rappellerai que le progrès, c'est un terme qui commence à être employé à l'époque moderne, au XVIe siècle, dans un sens très neutre en fait. Le progrès, progressus en latin, ça veut dire aller de l'avant, mais de façon très neutre. C'est-à-dire aller de l'avant, pas forcément dans le sens d'une amélioration continue. C'est-à-dire que c'est le progrès. On parle par exemple de le fait que les armées progressent. Elles progressent, ça veut dire qu'elles vont de l'avant. Une maladie progresse. Ça veut dire qu'elle augmente. C'est pas forcément positif. Donc le progrès, c'est une notion qui a plutôt un sens neutre, qui désigne le fait d'aller de l'avant. Au XVIIIe siècle, les choses vont commencer à changer et on va voir s'inventer une nouvelle représentation du progrès conçu comme une nouvelle vision du temps qui va vers une amélioration progressive des conditions. En gros, cette idée de progrès, il faut la rattacher à un concept que qu'un philosophe comme François Hartog a appelé les régimes d'historicité. Un régime d'historicité, ça, je commence avec des grosses catégories, mais ça désigne la façon dont une société
se représente l'articulation entre passé, présent et futur. En gros, chaque société pense différemment l'articulation entre le passé, le présent et le futur. On peut s'imaginer le temps comme une sorte d'éternel recommencement, de façon circulaire. On peut s'imaginer le temps comme une déchéance, une longue chute, notamment dans les grandes religions monothéistes, cette représentation du temps existait, ou on peut se représenter le temps comme une flèche linéaire qui est projetée vers le futur. Donc là, on a ce qu'on appellerait un régime d'historicité progressiste, c'est-à-dire une certaine représentation du temps et une certaine manière d'articuler le passé, le présent et le futur. Or, le progrès, pour le dire vite, c'est le régime d'historicité caractéristique de la modernité occidentale qui va s'installer peu à partir de l'époque moderne et devenir peu à peu hégémonique et façonner nos visions de l'histoire, nos visions du passé et nos visions du futur. Donc cette idée que le futur sera forcément mieux naît à peu près à cette période. Voilà, donc ça naît d'abord au XVIIIe siècle, dans ce qu'on appelle la philosophie des Lumières. C'est porté par toute une série de penseurs qui essayent de s'émanciper des tutelles, notamment des tutelles religieuses, des tutelles de l'absolutisme. Et le progrès naît de là. Le progrès, c'est l'idée qu'on n'est pas déterminé à vivre dans un système absolutiste et on n'est pas déterminé à être inscrit dans des rapports sociaux façonnés par l'Église catholique, mais on peut s'émanciper de ces tutelles politico-religieuses, et c'est ça qui est d'abord le progrès. C'est le progrès des conditions politiques, de la liberté, c'est l'émancipation à l'égard de toutes ces tutelles qui nous emprisonnent. Et la Révolution française va être le moment où l'idée de progrès va commencer à se formaliser, parce que c'est la réalisation, en quelque sorte, de cette idée qu'on peut s'émanciper de ces tutelles religieuses et politiques qui façonnaient les sociétés de l'Ancien Régime. Et d'ailleurs, le mot progrès commence à circuler sous l'Ancien Régime. Le livre de Condorcet, traité sur le progrès de l'esprit humain, qui est un des premiers ouvrages qui propose un récit du temps historique, articulé à l'idée que l'avenir sera nécessairement meilleur que le passé. Et quand Condorcet écrit ça, il est en plein moment, en pleine Révolution française, et c'est aussi un texte qui se veut performatif. C'est-à-dire qu'il s'agit d'affirmer le fait qu'on ne reviendra pas en arrière, que le renversement de l'absolutisme, la mise en place d'institutions représentatives, est inéluctable en quelque sorte, malgré les divisions qui vont traverser la Révolution, malgré aussi le retour de l'Empire après, à la fin des années 90. Et donc, cette idée du progrès est captée par la technique. Ouais, mais tu as raison de vouloir accélérer, parce que tu sens que je vais être trop long. Il sent déjà que je vais être trop long là. Ouais, non, mais voilà. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, mais tu vois, au XVIIIe siècle, donc le progrès n'est pas associé à la technique. Le progrès, c'est le progrès politique, le progrès des mœurs, le progrès de la civilisation au sens très large, le progrès des savoirs. Bon, donc j'accélère. Au XIXe siècle, c'est là que vraiment les choses vont se cristalliser. Notamment au milieu du XIXe siècle, on va assister à toute une série d'évolutions, notamment deux principales. Le mot progrès était encore très peu employé au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que l'idée commence à émerger, un certain nombre de penseurs commencent à le formuler, mais ce n'est pas du tout une vision hégémonique du temps, de l'histoire et du futur. Ça le devient au milieu du XIXe siècle. Le mot commence à circuler de plus en plus. Par exemple, le mot progressisme est intégré dans les dictionnaires dans les années 1830-40. Le progressisme, c'est une certaine représentation qui conçoit le temps comme ça, de façon linéaire. L'avenir sera meilleur que le passé. Et d'ailleurs, les auteurs à cette époque-là ont conscience que le mot progrès est un mot nouveau. Il y a même des auteurs qui disent « mais c'est quoi ce nouveau mot ?» qui essayent de le caractériser, de le comprendre. Ils s'interrogent. J'aime bien, il y a Charles Fourier, qui était un philosophe dans les années 30, publie un texte où il dit « c'est quoi ce jargon de progrès ?» Il essaye de s'interroger sur cette notion nouvelle qui émerge. Donc première chose qui se passe, c'est que le mot se diffuse, circule de plus en plus au-delà du champ des intellectuels pour circuler dans la société, y compris dans les classes populaires, dans le monde ouvrier, par exemple dans la presse ouvrière dans les années 1840. Vous avez des textes d'ouvriers qui discutent de cette question du progrès, qui discutent qu'est-ce que ça serait un vrai progrès pour les ouvriers, est-ce que le libéralisme et l'industrialisation qui s'installent dans les sociétés de l'époque est un véritable progrès comme le présentent les économistes libéraux, est-ce que c'est pas au contraire une catastrophe pour la condition ouvrière. Donc le débat commence à émerger à cette époque-là. Et il va se passer une deuxième chose, donc généralisation de cet usage du terme. Et il y a une deuxième chose qui se passe, c'est que le sens du mot progrès va se resserrer peu à peu. C'est l'époque de la révolution industrielle. C'est l'époque de l'industrialisation, de l'arrivée des premières grosses machines, notamment des premières grosses machines à énergie fossile avec le charbon. C'est l'apparition d'un nouveau système technique présenté comme révolutionnaire, avec des figures comme James Watt, le premier inventeur génial qui met au point la première invention vraiment révolutionnaire. C'est-à-dire avant James Watt, l'invention était par nature un phénomène collectif. Il n'y avait pas d'innovateurs géniaux célébrés. Toute innovation, tout progrès technique dans les mondes des métiers était inscrit dans les rapports sociaux, dans les corporations de métiers, dans des collectifs. Une innovation n'était pas associée à un nom propre, comme elle va commencer à l'être à partir du 19e siècle. Et James Watt est le premier.
hein. Après sa mort, les Britanniques vont le canoniser, ils vont inaugurer une statue à Westminster pour célébrer James Watt, et à travers James Watt, en fait, on célèbre la supériorité anglaise, la grandeur britannique, qui s'incarne dans la capacité qu'a l'Angleterre à maîtriser des techniques puissantes, fondées sur les énergies fossiles qui se développent à l'époque. Bon. Et donc, ce qui se passe au milieu du 19e siècle, c'est qu'on va avoir un captage de cet imaginaire du progrès qui était beaucoup plus large, beaucoup plus diversifié par la question technique. C'est-à-dire que tous les progrès vont être ramenés au progrès des techniques, en gros, entre les années 1830 et les années 1860-70. Et donc, le progrès social dépendra du progrès des techniques de production. Le progrès d'éducation, le progrès des communications. D'une certaine manière, on a une absorption de cet imaginaire du progrès, donc de cette nouvelle représentation du temps, par la puissance technique qui s'installe avec l'industrialisation, qui est célébrée dans les expositions universelles, qui sont le moment où on va mettre en scène le progrès, et ce progrès s'incarne dans les machines les plus puissantes, celles qui permettent le maximum de productivité. Qu'est-ce que ça veut dire la productivité? C'est réaliser le maximum de choses en un minimum de temps. Donc c'est ça la productivité. Et ça devient l'horizon et l'objectif de la technique, c'est le progrès. Enfin, c'est la productivité. Alors dernière chose à ajouter, c'est que cette notion de technique qui s'installe au milieu du 19e siècle, c'est le thème du festival, il y a un gros problème là. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Il y a un gros problème, c'est que le mot technique, donc il faut le définir, puisqu'on va parler de ça pendant 2 jours pendant le festival. Il faut définir ce que c'est la technique. Comment ça s'appelle? Quelle technique pour... je suis bigleux, moi. Quelle technique pour réparer le monde? Donc, quelle technique pour réparer le monde? Donc, qu'est-ce que ça veut dire une technique? Ça peut paraître évident, on sait tous que c'est une technique, mais en fait, si on réfléchit bien, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un terme très générique, c'est une catégorie abstraite qui englobe une infinité de choses. Et d'une certaine manière, quand on a parlé de technique, on n'a pas parlé de grand-chose. Et d'ailleurs, le mot technique, c'est un mot nouveau aussi. Au XVIIIe siècle, le mot technique n'est quasiment pas employé et il ne renvoie à rien. Ce qu'on appellerait technique aujourd'hui, au XVIIIe siècle, on parle des arts et métiers. La technique, au sens étymologique, ça veut dire l'art de faire quelque chose avec habileté. La technicité, c'est l'art de faire quelque chose avec habileté, mais pas forcément produire pour répondre à un objectif de productivité. Quand vous regardez les dictionnaires du XVIIIe siècle, la technique, ça renvoie à l'art de se remémorer un poème, bien plus qu'à une grande usine qui produit en série pour répondre à un marché. Et donc c'est ça qui se transforme. Le mot technique s'invente aussi. L'idée de cette catégorie qui permet d'unifier l'ensemble des artefacts, des objets, des machines à travers lesquelles on interagit avec le monde, le mot technique commence à se généraliser, à s'installer et à englober toute une série de phénomènes qui étaient désignés de façon très différente auparavant. Donc le mot technique, c'est ça qu'il faut souligner, c'est que c'est un terme récent aussi. Et c'est un terme qui est assez caractéristique de la société occidentale et industrielle. C'est une catégorie qu'on ne trouve pas dans une grande partie, dans la plupart des autres civilisations du monde. Il n'y a pas de technique, c'est-à-dire de catégorie qui unifie la diversité des savoir-faire, des pratiques mécaniques, des processus de fabrication, de transformation de la matière, toutes ces choses, elles ne sont pas englobées dans une même catégorie unificatrice et générale. C'est ça qui se passe au milieu du XIXe siècle. Le progrès et la technique, et ces deux notions s'inventent en même temps. Et les deux vont être absorbés mutuellement. C'est-à-dire que le progrès, désormais, sera le progrès qui passe par la technique, et la technique va devenir la condition de tous les progrès, au moment, évidemment, où l'industrialisation, l'émergence de l'économie politique moderne fait de la technique le cœur de la croissance, de l'expansion, du développement des sociétés, et le cœur de la civilisation de l'Europe. Ce qui distingue dans la deuxième moitié l'Europe du reste du monde, c'est sa capacité à maîtriser la puissance technique pour dominer, pour produire, pour se déplacer, pour communiquer, pour transporter. Et c'est ça qui fait sa supériorité à l'échelle du monde. L'Europe est le monde qui a inventé, qui a maîtrisé, qui a su théoriser et développer les techniques, contrairement aux autres sociétés. Ce qui justifie d'ailleurs aussi que ces autres sociétés sont inférieures dans la hiérarchie des civilisations à l'époque de l'impérialisme triomphant. Et donc on voit s'installer en gros, et j'accélère, entre 1850 et 1900, on voit s'installer tout cet imaginaire dans lequel on baigne. C'est ça que je voulais insister un peu parce que, évidemment, toutes ces catégories, c'est notre vision du monde. C'est comme ça qu'on pense notre rapport au monde. Donc il faut d'abord commencer à mettre à distance, à l'écart ces catégories spontanées pour les questionner, voir d'où elles viennent. Et comprendre que c'est des catégories qui ont émergé à un certain moment historique, dans un certain contexte, pour répondre à certains besoins, mais qu'évidemment, dans d'autres contextes, ça peut se déplier. Donc, entre 1800 et 1850, le langage de la technique et le langage du progrès se généralisent. À tel point qu'à la fin du 19e siècle, vous avez du progrès partout. Même dans toutes les villes, vous avez le bar du progrès, l'hôtel du progrès, le journal du progrès, le progrès de Lyon, le progrès de machin. Dans tous les départements, ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une colonisation de nos imaginaires, de nos représentations, par le mot progrès, qui devient une sorte de langage standard qui permet de désigner une
une infinité de choses extrêmement floues en fait, parce qu'on englobe à la fois des progrès sociaux, des progrès politiques, des progrès de la productivité du travail, des progrès dans nos techniques de déplacement ou de communication, c'est-à-dire une infinité de choses qui potentiellement sont elles-mêmes contradictoires entre elles d'ailleurs. Donc c'est d'ailleurs toute l'ambivalence du progrès qui était pointée dès le début dans les années 40. Fourier disait mais progrès pour qui, progrès pour quoi? Quand on a parlé de progrès, on n'a rien dit. Parce qu'il faut qualifier ce progrès. Parce qu'une fois qu'on a dit le mot progrès, c'est une catégorie beaucoup trop générique, beaucoup trop générale, beaucoup trop floue d'une certaine manière. Et en fait, c'est parce que ça devient une catégorie publicitaire, le progrès. Une catégorie marketing qui est utilisée pour naturaliser et installer dans la société les nouvelles trajectoires industrielles, les nouvelles solutions techniques et choix techniques qui s'installent dans la société. Et ça va aboutir, vraiment, et ça aboutit, et ça se durcit, et ça s'enracine à la fin du 19e siècle avec l'invention d'une expression. Donc c'est le thème là, on n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès. Cette notion, cette expression qui est un peu devenue proverbiale au début du XXIe siècle. Qui semble couler de source aujourd'hui et qui n'était pas une évidence avant ça. Mais, alors, t'en as retracé l'origine. Et je me suis amusé à retracer l'origine. Les premières occurrences de cette expression on n'arrête pas le progrès, c'est juste après que le mot progrès soit apparu en 48. À quoi ça sert en 48? On trouve lors de la Révolution, vous savez, en février 48, il y a une révolution, on renverse la monarchie, on installe la République, le suffrage universel, la question sociale est au cœur des débats. Et les républicains disent on n'arrête pas le progrès, on ne pourra pas renverser le régime républicain, la monarchie a définitivement été abandonnée en France, et donc on ne reviendra pas en arrière. Et quand ils disent ça, c'est pour s'opposer aux conservateurs, aux monarchistes qui veulent le retour de la monarchie. Le problème, c'est que le progrès a été arrêté, puisqu'en 1851, la République a été renversée, le Second Empire a été proclamé, et on a le retour d'un régime autoritaire. Et donc cette idée que, en gros, après 1850, l'imaginaire du progrès qui restait très modelé par la question politique va de plus en plus être absorbé par la question technique. Et donc à la fin du 19e siècle, quand on dit on n'arrête pas le progrès, on ne parle plus de politique, on parle des machines. On parle des innovations techniques. Et cette expression, alors, elle apparaît très clairement dans les années 1880 dans les revues de l'Automobile Club de France. Et l'expression on n'arrête pas le progrès est directement liée à l'histoire de l'automobile. C'est-à-dire que c'est pour justifier l'usage de l'automobile dans les sociétés et naturaliser l'installation de cet objet technique dont à l'époque personne ne sait à quoi ça va servir. Ça aussi, il faut se rappeler, avant la Première Guerre mondiale, l'automobile est un objet technique qui ne sert à rien en fait. Tout le monde se demande à quoi ça va servir. Donc, qui est déjà contesté en fait. Enfin, ce que tu aimes bien aussi rappeler, c'est que la bagnole, c'est la grande tueuse, etc. Il y a des monuments aux morts pour les victimes de la voiture. C'est l'un des premiers cas que tu cites souvent de controverse autour d'un objet technique qui devrait apparaître inéluctable. Tout à fait. Alors, c'est pas du tout le premier, mais c'est massif. C'est-à-dire qu'il y a des comtés en Suisse qui interdisent l'automobile. Il y a toute une série de municipalités en France qui prennent des réglementations extrêmement strictes pour encadrer la limitation automobile. Dans la plupart, de toute façon, les infrastructures sont pas disponibles, donc les voitures, une grande partie des routes qui existent à l'époque sont pas du tout adaptées à la circulation routière. Et qui roule en voiture avant 1900 ? C'est essentiellement c'est les sportifs. C'est-à-dire que l'automobile, c'est d'abord une distraction pour les élites qui veulent se faire plaisir. C'est d'abord un objet de sport, en fait, plus qu'un objet utilitaire pour se déplacer. Il y a eu un article de l'Humanité en 1908 qui dénonce l'automobile, qui considère que la nouvelle lutte des classes passe par la lutte contre l'automobilisme. Parce que l'automobilisme, et c'est l'Humanité qui dit ça, c'est une manière pour la bourgeoisie de s'approprier l'espace public au détriment des classes populaires, rurales et urbaines. L'un des grands débats, c'est les voitures qui écrasent les poules et les enfants dans les villages à l'époque, parce qu'évidemment, on n'est pas habitué à voir circuler ce type d'engin. Bon, donc il y a toute une série de controverses autour de l'automobile très vifs, qui fait que les passionnés d'automobile et les constructeurs qui commencent à émerger vont devoir l'installer pour développer des usages et naturaliser cet objet technique. Et donc là, on trouve systématiquement à tous les opposants, à tous les articles, et même à la juriste au début du XXe siècle, qui proposent de réglementer extrêmement strictement et de mettre des taxes pas possibles pour rendre quasiment l'achat d'automobiles impossible, même pour les élites. Et donc, face à ça, évidemment, on n'arrête pas le progrès. Et alors, l'automobilisme devient l'incarnation du nouveau système technique de la fin du XIXe siècle, donc associant pétrole, les transformations de la mécanique et de la métallurgie, les nouvelles formes de construction. Bon, et donc, et la voiture devient le symbole en fait du nouveau monde industriel qui s'installe à la fin du XIXe siècle. Donc arrêter l'automobile, c'est évidemment menacer un secteur d'activité qui est en plein essor, en plein développement. Bon, donc on n'arrête pas le progrès, ça vient vraiment de là. C'est vraiment associé à cet objet qui fait l'objet d'une énorme controverse dans la société. Et donc à partir de ce moment-là, on a un consensus modernisateur, un cadrage pour penser la technique qui s'installe. La technique, c'est la condition du progrès. La technique finalement est neutre, puisque c'est les conditions sociales de son utilisation qui doivent être pensées.
Donc l'objet technique n'est jamais pensé en lui-même, c'est toujours les usages sociaux qui sont interrogés. Ça, c'est le grand débat qui s'installe, le cadrage qui s'impose à la fin du 19e siècle, et qui fait que la technique va cesser d'être un problème politique, pour la droite comme pour la gauche. C'est-à-dire que la gauche considère qu'il faut socialiser le monde technique par des réglementations, par l'intervention de l'État, par la mise en place de normes. Les libéraux disent qu'il faut le maximum de liberté et il faut faire confiance au marché. Et donc chacun a sa solution pour pousser au maximum la technique, mais la technique cesse d'être un problème en elle-même. Elle devient une sorte de phénomène neutre. Et ça, cette idée, elle va s'installer et elle va subsister tout au long du XXe siècle. Je m'arrête. On va voir comment ces cadrages justement se répercutent aussi aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle, etc. Ça sera plutôt les questions de demain, même si on aura peut-être une petite ouverture là-dessus. Là, on parle un peu de trucs anciens, mais on reste un petit peu dans l'histoire, parce que ce que tu fais dans ce travail, qui est donc ce gros livre technocritique, c'est 2 siècles de controverses autour de ces questions techniques, pour montrer qu'à chaque fois, quand on dit peut-être qu'on arrête le progrès, ou peut-être qu'on critique certains éléments du progrès, c'est pas refuser le progrès, c'est pas refuser certaines avancées sociales, c'est l'interroger en premier lieu. Et ce que tu écris aussi, c'est que chaque critique de ce qu'on pourrait appeler le progrès, c'est surtout une ouverture vers l'exploration de trajectoires alternatives. Donc est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur ce que sont ces controverses et comment est-ce qu'elles permettent de défataliser une certaine idée du progrès? Donc voilà, j'ai essayé de tracer à grands traits l'installation de ce progrès, j'espère que c'était à peu près clair. Et donc évidemment, une fois que ça s'est installé, finalement le progrès technique est devenu quelque chose d'un peu évident, qui n'est plus questionné, qui paraît évident. Mais en réalité, si on réfléchit bien, et ça s'est posé dès le début, notamment il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Élisée Reclus, qui est une sorte de géographe, penseur anarchiste, qui a participé à la Commune et qui va publier de grandes sommes de géographie à la fin du 19e, au début du 20e. Élisée Reclus disait cette chose assez évidente, il disait avec tout progrès, il y a un régret. Et c'est deux notions qui vont de pair. Et donc il dit, on ne peut pas penser le progrès sans penser le regret. C'est-à-dire, le progrès, c'est l'idée qu'il y a une amélioration continue des conditions, le regret, c'est l'idée qu'il y a une dégradation. Et donc en fait, ce que dit Reclus, c'est que tout progrès s'accompagne d'un regret, c'est que c'est un mouvement dialectique. Or, le problème, c'est que le progrès est toujours visibilisé, mis en scène, célébré, parce qu'en fait, le progrès, à partir de la fin du 19e siècle, devient essentiellement un outil discursif pour installer dans la société des objets, des trajectoires, des choix techniques qui sont portés par des acteurs, des États, des acteurs économiques, qui ont un intérêt à développer telle trajectoire technique plutôt que telle autre, et en installant, en fait, une sorte de fatalisme. C'est-à-dire que le progrès, en fait, devient un imaginaire fataliste. On pourrait même dire, mais là je provoque un peu, je vais rapidement, mais on pourrait dire que l'imaginaire du progrès a substitué à l'ancien fatalisme théologico-politique ancien un nouveau fatalisme, c'est-à-dire une nouvelle représentation du temps, finalement, qui n'est pas discutable, qui n'est pas questionnable, parce qu'elle est linéaire, elle est portée par des forces qui nous dépassent. C'est un fatalisme sécularisé, porté par l'imaginaire industrialiste et technicien. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, ça va de pair avec toute cette imaginaire. Par exemple, vous savez, le progrès, c'est comme une locomotive. C'est une image qui se développe beaucoup à partir des années 60. Vous ne pouvez pas essayer de vous mettre devant un train, vous allez vous faire écraser parce qu'on n'arrête pas le progrès, comme on n'arrête pas une locomotive quand elle est lancée à fond sur les rails. Alors qu'il y a des rails alternatifs, peut-être. Voilà. Alors qu'en fait, si on réfléchit bien, ce qu'on appelle un progrès technique ou une innovation technique, en réalité, elle n'est jamais seule. Une technique, c'est toujours un équipement, un élément, un dispositif dans un contexte social et dans un ensemble d'autres éléments techniques. Toute technique fonctionne toujours en système. Et face à toute proposition technique, il y a toujours des propositions techniques alternatives. Alors évidemment, l'histoire des techniques, c'est toujours l'histoire du gagnant. Et on a l'impression que celui qui a gagné, il était destiné à gagner. Et là, c'était la nature même de l'histoire que cette technique s'impose sur les autres, et que donc c'était le cours de l'histoire. Mais non, en fait, quand on se remet dans le contexte où apparaissent telle ou telle innovation, tel ou tel objet, il y a toujours à chaque époque des débats, des oppositions, des controverses et des propositions alternatives. Par exemple, la voiture individuelle à pétrole plutôt que le tramway électrique ou ce genre de... Par exemple, mais même pire, vers 1900, par exemple, vous avez des ingénieurs agronomes et des paysans qui expliquent que la machine à vapeur dans les campagnes, ça ne marchera pas. Parce que c'est l'époque où les ingénieurs agronomes veulent équiper les campagnes de machines à vapeur, notamment pour toutes les battages. Donc les fameuses machines à battre à vapeur qui commencent à se répandre, qui vont surtout se généraliser à la belle époque, à la veille de la Première Guerre mondiale et dans l'entre-deux-guerres. Des fois, dans les comices rurales agricoles, on sort la vieille batteuse à vapeur, vous avez sans doute tous vu ça. Mais en fait, souvent, ces machines datent des années 1920-1930. Et bon,
Et les paysans ne voulaient pas de machines à vapeur dans les campagnes parce qu'il n'y avait pas de charbon, il fallait se rendre dépendant d'importation de charbon. Les machines à vapeur étaient très complexes à fabriquer parce que les chaudières elles pouvaient exploser, donc c'était des techniques qui nécessitaient des compétences techniques extérieures, il fallait faire venir des techniciens. Les paysans avaient des dispositifs techniques qu'ils voulaient améliorer. Par exemple, la traction animale. Là, vous allez me dire, c'est un exemple même d'une technique qui était destinée à mourir. Mais en 1900, par exemple, dans beaucoup de campagnes, la traction animale n'est pas du tout considérée comme une technologie obsolète ou prête à mourir. Et il y a même des techniques, des innovations à base de force animale pour s'opposer aux innovations fossiles. Et avec les machines à battre, c'est très net. C'est-à-dire que la plupart des batteuses agricoles dans les campagnes, elles ne sont pas à vapeur, elles sont à traction animale, avec des systèmes, des chevaux, ça peut être des bovins, ça dépend des contextes, etc. Mais c'est des animaux qui tournent en rond. Or, les paysans préfèrent ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà des animaux, ils ont déjà des chevaux à disposition. Ça permet de les occuper, parce que le battage, c'est intermittent dans l'année, donc ça permet d'occuper ces animaux pour produire, pour battre les récoltes. Et les ingénieurs agronomes défendent cette solution. Dans la presse agricole, on trouve, j'aime beaucoup cette expression, un progrès avec prudence. C'est-à-dire que dans le débat entre les ingénieurs agronomes qui veulent développer les énergies fossiles dans les campagnes parce que c'est un signe de modernité, de progrès, c'est devenu le symbole d'un progrès inéluctable, d'autres ingénieurs disent en fait non, le vrai progrès, ça serait ce qu'ils appellent un progrès avec prudence, prudence économique pour les paysans. Parce qu'en se rendant dépendants des technologies fossiles, ils se rendent dépendants de technologies lourdes, complexes, pour lesquelles il faut commencer à s'endetter, dans un contexte où les paysans refusent plus que tout de s'endetter et cherchent l'autonomie. Or, précisément, l'autonomie technique, elle passe par le manège de cheval. Mais le manège de cheval, c'est pas un vieux truc, c'est une innovation des années 1860. Avant, on battait les céréales avec des fléaux à bras. Pour mécaniser le travail du battage dans les campagnes, on va le mécaniser en mettant les chevaux autour d'un manège avec un dispositif technique, avec des engrenages, avec de la mécanique. C'est pas du tout une technologie archaïque, c'est une technologie moderne, mais c'est une autre modernité, alternative à la modernité technique fossile. Donc vous voyez, si on prend juste ce micro-exemple, alors l'exemple de l'automobile est évidemment aussi un exemple le plus emblématique. C'est-à-dire qu'on croit qu'en 1900, il n'y a jamais eu autant de transport hippomobile. Il y avait 100 000 chevaux pour le transport public à Paris en 1900. Pareil dans toutes les grandes villes. Il y en avait 20 000 en 1800. C'est-à-dire que la modernité, le moment d'apogée de la traction animale dans les campagnes comme dans les villes, c'est avant 1914. Il y avait des chevaux partout pour les mobilités, pour les transports. Alors là, on atteint une limite technique avec la croissance urbaine. Parce qu'une ville, évidemment, avec 100 000 chevaux à entretenir, à soigner, il faut aller récupérer les déjections. Quand il y en avait quelques dizaines de milliers, on les utilisait pour faire des engrais, de la poudrette dans les campagnes autour de la ville. Avec 100 000, c'est beaucoup plus compliqué. D'autant plus qu'on commence à importer des engrais de l'extérieur, donc on a beaucoup moins besoin de ces engrais naturels liés à la déjection des animaux. Donc vous voyez, les techniques, elles sont toujours prises dans des contextes complexes, dans toute une série d'environnements qui les façonnent, qui les déterminent. Une technique, c'est jamais un objet isolé des rapports sociaux dans lesquels elle s'inscrit. Et pourquoi certaines s'imposent mieux que d'autres ? Ce que tu dis souvent, c'est que ça cristallise des rapports de force. Et c'est ce qu'on peut voir notamment sur cette question des manèges. Tu cites aussi souvent un exemple qui est celle de cette fameuse moissonneuse-batteuse qui avait été gagnée par un propriétaire terrien et qu'il n'en avait pas besoin. Il la garde pour montrer à ses paysans, regardez, si vous commencez à faire des revendications, je vous vire tous, j'ai ma moissonneuse, et donc ne venez pas demander trop de meilleures conditions sociales. Donc pourquoi est-ce que systématiquement certaines techniques où généralement certaines techniques s'imposent plus que d'autres ? Ça, c'est une question évidemment très complexe que les historiens des techniques, les sociologues des techniques investiguent de façon considérable. Et ce que montrent les gens qui travaillent sur ces sujets, en sortant justement d'une vision, d'un imaginaire un peu trop simpliste et caricatural, d'un progrès technique linéaire qui s'enchaînerait de façon inéluctable, on montre que tout ça s'inscrit toujours dans des rapports de force, dans des choix collectifs qui tiennent à l'état de la société à ce moment précis, aux équilibres entre les ingénieurs qui acquièrent une position centrale. Par exemple, dans le monde agricole, si on reste là-dedans, ça joue un rôle majeur. C'est-à-dire que les ingénieurs qui sont formés à cette époque-là, sont formés dans ce nouvel imaginaire du progrès, sont modelés par cette idée qu'une machine à vapeur, c'est nécessairement mieux qu'une machine à traction animale. Alors, il y a un très fort conflit d'ailleurs entre les ingénieurs des mines et les ingénieurs agronomes. Parce que les ingénieurs agronomes sont plus attentifs aux pratiques réelles et aux besoins réels du monde paysan, là où les ingénieurs des mines, par définition, c'est un corps d'ingénieurs, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais dont l'identité sociale a été d'installer la civilisation charbonnière au début du XXe siècle, au début du XIXe siècle. Le corps des mines a été créé pour ça. Il fallait que la France rattrape son retard sur l'Angleterre en matière de machines à vapeur, de développement de l'extraction minière, etc. Donc qu'ils veulent mettre du charbon et des machines à vapeur partout, c'est assez naturel, ça fait partie de leur identité professionnelle et de leur mission historique.
Donc, et ils acquièrent dans l'appareil d'État et dans la structure économique un poids très important à cette époque-là. Donc ça fait partie de ces éléments d'explication. Mais bon, il y en a plein d'autres. C'est une époque aussi... voilà, il y a un croisement de facteurs sociaux, de facteurs politiques, de facteurs économiques, de facteurs culturels qui sont toujours un peu complexes. Donc évidemment, c'est complexe. Alors que cette idée qu'il y a un progrès linéaire, que la technique qui s'impose, c'est parce qu'elle était supérieure à la précédente, c'est toute la question vertigineuse de qu'est-ce que la supériorité d'une technique par rapport à une autre ? Qu'est-ce qui justifie, comment on mesure la supériorité, l'efficacité plus grande d'une technique par rapport à l'autre ? Pour mesurer l'efficacité supérieure, il faut avoir un critère de jugement. C'est-à-dire qu'on mesure l'efficacité en fonction d'un certain nombre de règles qu'on se donne. Une technique est si on considère qu'une technique plus efficace, c'est celle qui permet le maximum de productivité, c'est-à-dire réaliser le maximum de tâches en minimum de temps, oui, ça va déterminer certains choix techniques. Si on considère que la technique la plus efficace, c'est celle à la limite qui coûte la moins cher, qui a le moins d'impact négatif sur le milieu en termes de production de déchets, de pollution et d'extraction de ressources, on a un tout autre système technique. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de technique intrinsèquement supérieure. Il y a toujours une technique qui est considérée comme supérieure en fonction d'un certain nombre de fins et d'objectifs qu'on se fixe et qu'une société à un moment donné se fixe. Et c'est là qu'on réintègre cette question de la technique au cœur des rapports sociaux et de choix politiques, et qu'on se libère aussi. Parce que sinon, on sort de cet imaginaire fataliste, précisément. S'il n'y a rien à faire que d'accompagner le processus et de considérer que chaque technique produit est proposée par... Parce que de plus en plus, les techniques ne sont plus produites par en bas, mais elles sont produites par en haut et diffusées par en haut par des acteurs économiques. C'est l'époque où les entreprises grossissent, se structurent, se mondialisent. Voilà, on pourrait développer encore, mais je te laisse... On avance. On passe éventuellement après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ce qu'on voit, c'est que depuis les années 60-70, qui est un grand moment de modernisation, il y a eu différentes vagues de contestation. Et ce que tu dis souvent aussi, c'est que ces vagues vont par flux et par reflux. Donc il y a des moments de forte politisation, forte contestation, notamment les années 70, et des moments où ça décroît. Est-ce que tu peux nous faire quelques jalons et nous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'il y a des moments où ça s'impose, pourquoi il y a des moments où il y a une forme de fatalisme et de en effet c'était bien ça le sens de l'histoire, on ne va pas essayer de s'interposer. C'est ça. Je pense qu'à la fin du 19e siècle, donc il y a ce cadrage modernisateur que j'ai décrit beaucoup trop longuement, qui s'installe. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que ce cadrage modernisateur, le progrès technique, c'est-à-dire l'imaginaire du progrès technique, est un cadrage modernisateur. C'est-à-dire une façon de cadrer les débats dans la société sur tel ou tel choix technique en imposant une certaine lecture. Ce cadrage n'a jamais été dominant, il n'a jamais été unique, il n'a jamais été universel, il n'a jamais été partagé par tout le monde. Il y a toujours des opposants, des débats, des gens qui contestent, qui proposent d'autres trajectoires, d'autres solutions. Mais ce qui fait, c'est qu'il y a des moments où ces oppositions, ces débats deviennent visibles. Il y a des moments où elles sont invisibles et quasiment inaudibles. Et on peut suivre effectivement ce que j'appelle des moments technocritiques, c'est-à-dire des moments où ce cadrage modernisateur rentre en crise et laisse la possibilité de faire réémerger un débat sur les choix techniques. Donc on peut trouver ça dans les années 30, on peut trouver ça au lendemain de la Première Guerre mondiale. Évidemment, on a plein de discours sur la mort du progrès. Évidemment, la Première Guerre mondiale, c'est à la fois la première guerre totale, la première guerre industrielle, c'est la guerre qui manifeste le progrès du 19e siècle qui a été poussé à son maximum. Et ça aboutit à quoi ? À la plus grande boucherie de l'histoire de l'humanité. Donc évidemment, la promesse modernisatrice et la promesse du progrès par la technique faite dans les années 1900, elle rencontre le mur du réel. Donc Valéry qui dit le progrès est une idée morte dès 1918. Et c'est relancé, mais dans les années 30, crise économique, crise du capitalisme, montée des régimes fascistes un peu partout, chômage de masse dans toute l'Europe occidentale. Donc toutes les promesses du progrès technique qui devaient amener à bonheur collectif, abondance matérielle, égalité sociale, tout ce que vous voulez, les faits contestent ça. Mais les guerres vont jouer un rôle majeur à la fois dans ce cadrage, dans l'enfouissement de ces débats, de ces conflits, de ces interrogations, et la relance d'un projet modernisateur, puisqu'évidemment les guerres sont des moments qui favorisent certaines trajectoires techniques sur d'autres. La guerre favorise la puissance maximale, parce que l'objectif c'est de faire le maximum de destruction en un minimum de temps, et pour ça on a besoin de trajectoires techniques particulières qui sont extrêmement énergivores, extrêmement coûteuses. L'aviation se développe pendant la guerre et grâce à la guerre. Avant la Première Guerre mondiale, ce qui dominait c'était les plus légers que l'air. Les plus lourds que l'air étaient plutôt une trajectoire considérée comme ayant assez peu d'avenir parce que bien trop coûteuse et complexe. Mais l'aéronautique va se développer avec la Première Guerre mondiale parce que c'est quand même beaucoup plus efficace pour surveiller, faire la guerre, balancer des bombes que les dirigeables qui sont plus facilement
qui tombent plus facilement quand on leur tire dessus. Et aussi le nucléaire qui est donc. Mais le nucléaire, c'est la même chose. 1945, puis dans les années 70, un moment de contestation. Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que le nucléaire se développe dans la recherche scientifique dans l'entre-deux-guerres, mais s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale et tous les investissements massifs du projet Manhattan, la technique n'aurait pas atteint un tel niveau de maturité si vite. Bon, donc la guerre joue un rôle très important dans le recadrage. Donc après 1945, on va avoir un nouveau cadrage modernisateur, c'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est-à-dire une période de relance du progrès technique, d'un imaginaire du progrès technique assez simpliste, assez caricatural, qu'on trouve dans plein de discours, dans la presse, avec une sorte de vision de l'histoire et de l'avenir inéluctable, qui permet aussi d'accompagner le processus de modernisation des pratiques sociales, des modes de vie, des pratiques agricoles, et de les justifier, et de faire taire aussi tous ceux qui émettraient des interrogations, des doutes. Ça renaît dans les années 70. La technocritique renaît dans les années 70. Crise écologique, crise énergétique, crise politique, bon, toutes les crises. Et donc la technique, on réouvre la question technique très fortement. Notamment c'est dans les années 70 que vous avez toute une série d'intellectuels qui étaient complètement invisibilisés, inaudibles avant, qui deviennent centraux dans l'espace public. On peut penser, je sais pas, à des gens que vous connaissez sans doute, Ivan Illich. Ça vous dit quelque chose? Ouais, il n'y a que des intellos dans la salle. Donc Ivan Illich, bien sûr, c'est une référence qui va théoriser la société conviviale, les technologies conviviales. Il essaye de réouvrir la boîte noire de la technique en disant qu'il y a des techniques conviviales, il y a des techniques hétéronomes, des techniques conviviales, c'est-à-dire des techniques qui peuvent être appropriées, qui ont peu d'effets sur le monde vivant, qui ont peu d'impact destructeur sur le social et le travail. Donc il reprend un peu ce que disait Mumford, un autre philosophe américain juste avant, qui parlait de lui de technologie démocratique face aux technologies autoritaires. Donc ils essayent de pluraliser. Il y a aussi Jacques Ellul, qui avait écrit son premier texte, La technique ou l'enjeu du siècle, en 1955 ou 56, qui était complètement passé à la trappe à l'époque. Il avait même eu du mal à trouver un éditeur, personne n'en voulait, les gens lui disaient mais qu'est-ce que c'est que ce sujet, on s'en fout. Le vrai sujet c'est la guerre froide, le choix entre le libéralisme ou le communisme, et lui il disait non, le vrai sujet c'est ce qu'on fait de la civilisation technique et du monde technique. En disant ça, il avait toutes les chances de se faire éliminer. Mais Ellul devient beaucoup plus visible dans les années 70. Il va publier toute une série de grands livres sur le sujet, le système technicien, un peu plus tard le bluff technologique, qui vont être très lus, qui vont beaucoup circuler. Ellul avait des chroniques dans la presse nationale à l'époque. Donc on a toute une série de figures intellectuelles qui s'agrègent aussi à des mouvements sociaux. C'est-à-dire à l'époque, vous avez la CFDT qui fait un colloque sur les dégâts du progrès, par exemple, pour interroger donc les syndicalistes. Alors il y aura beaucoup de choses à dire sur le monde syndical aussi, mais là j'en parle pas. Mais la CFDT organise un grand colloque et publie un bouquin qui s'appelle Les dégâts du progrès. Déjà sur l'informatisation, sur la chimie et sur tout ce que ces innovations techniques présentées comme des progrès font à l'organisation du travail et aux salariés. Donc on a vraiment un débat qui s'élargit considérablement dans plein d'espaces sociaux. Et tout ça va se connecter aussi à la question environnementale et à la crise énergétique, qui évidemment conduit à interroger les techniques. Puisque les techniques, c'est fondamentalement un enjeu politique, un enjeu social et un enjeu écologique. Qu'est-ce que c'est au fond la technique? C'est une manière de distribuer les flux de matière. Une technique, c'est toujours en amont des ressources de l'énergie et en aval un effet. On produit des objets, on produit un effet pour se déplacer, pour communiquer, pour faire plein de choses. Donc c'est un transformateur matériel, une technique. Et donc évidemment avec la crise énergétique, le manque de pétrole et les alertes croissantes sur les pollutions, on se rend compte que c'est le système technique lui-même qui est responsable de tout ça. Et donc on ne peut plus juste considérer que la technique est neutre, qu'il faudra des centrales nucléaires gérées de façon coopérative et conviviale. C'est que non, la centrale nucléaire en elle-même, dans sa forme même, implique certaines formes de rapports sociaux hiérarchiques, certaines formes d'organisation politique qui ne peuvent pas être... Donc l'idée qu'il y aurait une neutralité, que tout serait juste une question d'institution politique ne suffit pas. Il faut ouvrir la boîte noire des choix techniques. Donc il y a un énorme débat dans les années 70, une énorme profusion c'est un moment très technocritique pour le dire comme ça. Tout ça se referme en fait en partie dans les années 80-90. J'y vais un peu à la hache, vous m'excusez, mais tout ça se referme un peu dans les années 80-90. C'est un nouveau moment modernisateur qui se déploie. Pourquoi? Notamment parce qu'on a cru, voilà, je le dis très vite, mais on a cru que avec la mondialisation heureuse des années 80-90 qui accompagnait la chute de l'Union soviétique, la fin de la guerre froide, toute l'époque de la mondialisation qui devait être heureuse, couplée à l'arrivée d'une nouvelle machine et d'un nouveau système technique qu'on va appeler l'informatique puis le numérique, on pensait que ces deux phénomènes allaient en fait court-circuiter tous les méfaits des sociétés industrielles anciennes. C'est-à-dire que l'informatique en fait devait être la réponse technique, une solution technique aux impasses du vieux monde technique hérité du 19e siècle, qui était lourd, polluant, hiérarchique, alors que l'informatique devait être
immatériel, horizontal. Vous vous souvenez, tout ce discours qui est devenu hégémonique dans les années 90. On était rentré dans la société de l'information. La société de l'information, c'est quoi? C'est l'idée que désormais la création de valeur et la richesse passe par la circulation de l'information. C'est une sorte de truc un peu insaisissable. Bon, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne passe plus par la circulation de matière. C'est par l'information. Donc évidemment, dans le même temps, avec la désindustrialisation de l'Europe de l'Ouest, on a déplacé toutes les usines dans les pays du Sud, donc on a cru qu'il n'y avait plus d'usines. Mais c'est juste qu'elles étaient... On a cru qu'il n'y avait plus de pollution. Il y a même des gens qui pensaient vraiment que la pollution avait diminué. Regardez, il n'y a plus de fumée dans les banlieues des villes et les cheminées ne crachent plus. Non, elles sont juste été déplacées dans l'espace. Donc, et c'est ça. Et donc dans les années 80-90, il y a eu une sorte de vaste moment d'euphorie collective où on a cru qu'on allait trouver une sorte de réponse, de solution, et que l'informatique était cette espèce d'antidote à tout ce qui était insatisfaisant dans le vieux monde technique. Et ça a joué un rôle très puissant, qui a été promu évidemment par tout l'imaginaire informatique. Je ne veux pas parler de ça, il y a Olivier Tesquet, il y a plein de gens qui connaissent tout ça très bien, mais qui vont devenir vraiment le discours dominant de la fin du 19e siècle. Et tout ça, en fait, se fissure un peu au début du 21e siècle. C'est-à-dire qu'on est sans doute dans un nouveau moment technocritique. Pourquoi ? Parce que ce discours de l'informatique immatérielle et de la mondialisation heureuse, les deux étaient couplés étroitement à l'époque, en fait ça se fissure. Ça se fissure parce qu'on se rend compte que l'informatique, c'est pas du tout un truc immatériel qui repose juste sur la circulation de l'information. C'est juste un opérateur de déplacement des nuisances, des pollutions et d'aggravation des nuisances par le rajout d'une couche technique et d'une strate d'infrastructures sur les anciennes infrastructures. L'informatique n'a pas du tout remplacé les usines, la consommation de pétrole. Et au contraire, l'époque de l'informatique, c'est le moment où les consommations de matière, de ressources, de métaux, de pétrole, de tous les métaux ont explosé de façon exponentielle. Vous regardez les courbes d'accroissement des consommations matérielles depuis les années 70, c'est vertigineux. On est passé à un rythme d'accroissement exponentiel de l'aluminium, mais aussi du cuivre, de tous les métaux classiques et de tous les flux d'énergie. Ce qui explique aussi pourquoi la plupart de ces controverses autour d'objets techniques qui peuvent sembler assez éthérées d'un côté, si on dit on va s'opposer au progrès, sont en fait des controverses sociales mais aussi environnementales. Tu lis beaucoup les deux, en disant que la plupart des mouvements environnementaux sont aussi des mouvements technocritiques. C'est pour ça que je dis que quand on parle de technique, on ne parle pas de grand-chose, parce que c'est une catégorie trop abstraite, idéologique, qui est née à un moment et qui nous aveugle plutôt qu'elle ne nous éclaire. Mais parler de technique, ça implique d'ouvrir la boîte noire et de voir de quoi on parle. Alors quand on parle des techniques, on parle de quoi? On parle d'écologie, on parle de rapports sociaux, on parle de choix politique, de construction d'une société, de son rapport au monde, et c'est ça dont on parle. C'est pour ça que la technique, c'est un opérateur pour penser tout le reste. Et on s'en rend bien compte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas considérer que la technique est à l'écart, une affaire de spécialistes, d'ingénieurs qui savent, puis le bon peuple va faire ce qu'on lui dit de faire, et puis il va appliquer. Non, la technique, elle est à la base de nos organisations sociales, de nos structures politiques, de nos imaginaires, de nos visions du monde. Et évidemment, donc depuis une vingtaine d'années, on est dans une situation totalement paradoxale, où on a une technocritique omniprésente, parce qu'il y a une succession d'accélérations qui va de pair avec une crise sociale globale et qui va de pair avec un effondrement écologique. Et on est obligé de faire le lien entre les trois, évidemment. Et donc, on est en même temps dans un moment de relance modernisatrice permanente. C'est-à-dire depuis 20 ans, vous n'avez jamais eu autant d'appels au progrès, de relance du progrès, associés à certaines innovations de rupture révolutionnaire. Tous les mots sont importants là-dedans. Par exemple, le mot innovation. Le mot innovation, avant les années 70-60, il n'existait pas. Il n'était quasiment pas employé. Depuis les années 80, c'est devenu une sorte de mantra, tout doit être innovant, il faut faire de l'innovation, c'est devenu une sorte de deuxième pot de nature. Les chercheurs, s'ils ne mettent pas innovant toutes les phrases dans leur projet de recherche, ils n'ont aucune chance d'avoir du fric. Mais c'est bon, c'est vrai pour tout, en fait, et pour tout le monde. Et donc, ce culte de l'innovation, voilà, il est très lié à cette relance du cadrage modernisateur des années 80-90, en fait. Et un des autres effets de ce cadrage modernisateur, c'est quelque chose qu'on va beaucoup explorer justement dans la table ronde demain avec Olivier Tesquet et Agnès Crépé, le solutionnisme technique ou technologique. Et ça, on va parler demain, donc il faudra être avec nous demain, de ces manifestations contemporaines. Mais ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, l'idée du discours qui consiste à dire mais non, mais on va trouver une solution pour réparer les dégâts qu'on est en train de causer, c'est pas simplement en ce moment avec l'intelligence artificielle, ça remonte déjà aux fourneaux fumivores qui devaient manger les fumées des usines il y a 200 ans. Alors, le solutionnisme technique, vous avez tous entendu parler de cette formule qui a été notamment
diffusé et popularisé par Evgeny Morozov, dont le livre a été traduit, je crois, en 2010 et qui a contribué à diffuser cette notion qui, depuis, a été beaucoup appropriée parce qu'évidemment, elle a une efficacité pour éclairer ce qui nous arrive et ce qui se passe qui est très très forte. Parce que depuis 15-20 ans, on est dans un contexte, donc c'est ce que je disais, on a à la fois un constat d'un effondrement de nos systèmes techniques, je pense que tout le monde est à peu près conscient du fait qu'il faut interroger les objets qui se sont généralisés depuis 20 ans, que ce soit le smartphone, les gros SUV, mais en fait plein d'autres choses. Et en même temps, tous les producteurs et ceux qui ont un intérêt économique à diffuser ces objets ne cessent de réactiver l'imaginaire du progrès pour construire des marchés, construire du désir d'achat, etc., etc. Et donc le notion de le technosolutionnisme est un des arguments, est un des éléments de ces discours de justification des innovations techniques, puisque la solution technique doit être la solution au problème. Donc vous avez des problèmes dans l'éducation nationale, vous avez une crise du système scolaire, c'est pas grave, on va mettre des ordinateurs dans toutes les classes. Vous avez des problèmes agricoles, c'est pas grave, on va mettre des drones qui vont appliquer de façon, qui vont permettre de mesurer très précisément. Donc voilà, ça va résoudre le problème environnemental dans l'agriculture. Et bon, on peut multiplier les exemples dans près tous les domaines. Donc on est dans un moment où plus personne ne croit vraiment à un progrès technique inéluctable, linéaire, simpliste, facile, mais en même temps il ne cesse d'être relancé, réactivé dans le discours de la publicité, dans les promesses innombrables portées par les scientifiques eux-mêmes. Puisque l'économie de la recherche contemporaine fait que pour obtenir des financements, il faut multiplier les promesses. Donc les chercheurs, et ça c'est un des drames actuels, c'est que les chercheurs eux-mêmes sont des producteurs de promesses technologiques et d'imaginaires un peu absurdes de la technique parce qu'ils le font, ils le savent, qu'ils racontent des conneries souvent dans leur... parce qu'ils sont obligés pour obtenir des financements publics, le soutien des pouvoirs publics, des élus, qui eux-mêmes sont souvent un peu paumés et cherchent dans la solution technique des réponses. Parce qu'évidemment, la solution technique, c'est simple. On va appliquer tel ou tel truc. C'est beaucoup plus simple que de réorganiser nos systèmes de production, nos modes de vie, nos rapports sociaux, nos infrastructures. Et donc, c'est visible. Et voilà. Mais et puis il suffit de dire, comme Macron, on va mettre 100 milliards sur l'IA, on va mettre 500 milliards sur l'hydrogène, on va mettre machin sur le truc, et les problèmes seront réglés. Ça donne à la fois l'impression qu'on agit, donc on va pouvoir se faire réélire aux prochaines élections. Mais en fait, ça réactive une sorte de solutionnisme technique qui dissimule la profondeur et l'ampleur des problèmes qu'on doit affronter. Et en fait, bon, c'était pas ça la question. La question, c'est ce solutionnisme technique, qui est une notion très récente. En fait, ce que ça désigne, et c'est la force de Morozov d'avoir mis un mot en fait pour désigner quelque chose qui est en fait consubstantiel à l'imaginaire du progrès technique qui s'installe au milieu du 19e siècle et à la société industrielle. C'est-à-dire que c'est comme ça que la société industrielle va s'installer. C'est-à-dire qu'en installant des solutions techniques partout, tout le temps. Et alors, c'est l'exemple que tu cites, sur lequel j'avais beaucoup bossé. Les pollutions au 19e siècle. Il y a déjà plein de conflits autour des pollutions. Parfois, on croit la pollution, c'est un truc qui apparaît dans les années 70-80. Avant, les gens ne savaient pas, ils étaient bêtes. Maintenant, ils savent, tout va bien se passer. Non, on a toujours su qu'il y avait des pollutions. Il y avait plein de conflits au 19e siècle. Les historiens ont ouvert les archives et ont vu qu'il y avait des tas de controverses partout dès qu'il y avait une machine à vapeur et des cheminées qui recrachaient des trucs noirs, qui étaient accusés de polluer. Bon. Et la réponse qui va être faite, notamment... Pour qu'une usine polluante s'ouvre depuis 1810, c'est ce qu'on appelle, si je me lance là-dedans, mais la réglementation sur les établissements classés aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une norme qui dit que pour qu'une usine polluante potentiellement dangereuse s'installe, il faut une autorisation préfectorale. Ça, c'est le décret napoléonien de 1810 qui l'installe. Et ça existe toujours globalement. Cette loi a été réformée évidemment plusieurs reprises depuis 2 siècles, mais c'est toujours le même cadrage. D'ailleurs, là, je fais une petite parenthèse, mais en 2010, le ministère de l'écologie avait organisé un gros colloque en disant « La France a inventé le développement durable. Et la France est le premier pays écologique. La preuve, Napoléon a adopté le décret de 1810. Mais le décret de 1810, ce n'est pas une mesure écologique, c'était une mesure, au contraire, prise par le pouvoir sous la demande des industriels de la chimie qui se confrontaient à des révoltes de paysans qui s'opposaient au rejet d'acide sulfurique dans l'environnement des usines de soude. Et pour éviter que les industriels se heurtent à cette résistance sociale, on va mettre un cadre juridique qui favorise les industriels. Qu'est-ce que c'est la loi de 1810 ? C'est l'industriel demande une autorisation préfectorale. Une fois qu'il a l'autorisation préfectorale, c'est bon. On ne peut plus poursuivre en justice. Et donc, en fait, ça naturalise et ça installe l'industrie. Or, qui décide que l'industrie va être autorisée ? C'est le préfet avec le rapport de l'ingénieur des mines. On retrouve l'ingénieur des mines. Et l'ingénieur des mines dit quoi ? Il dit « Ah bah oui, effectivement, ça va polluer. Mais vous inquiétez pas, bonnes gens et bonnes messieurs, on va installer... » Alors, les réponses, on va dire, ça va polluer, mais en fait, c'est pas un problème parce qu'on va monter la cheminée. Et donc, plus vous montez la cheminée, plus les pollutions sont rejetées dans un environnement vaste et donc les effets de la pollution seront dilués. C'est la technique de la dilution qui est structurelle pour faire installer les pollutions depuis... Donc soit on diluait dans l'eau,
soit on dit, c'est pour ça que la chimie allemande va s'installer le long du Rhin, parce que le Rhin était suffisamment puissant pour tout rejeter dans la mer du Nord. Soit, donc on dilue, en montant les cheminées de plus en plus haut. Vers 1810, les cheminées des ateliers artisanaux, ça faisait de 3 mètres de haut au maximum. Vers 1900, vous avez des cheminées qui dépassent allègrement les 100 mètres de haut, quoi. Bon, donc on monte. Et la deuxième solution, c'est la technique anti-pollution, la technique de dépollution, ce qu'on appelait au 19e siècle les fourneaux fumivores. C'est-à-dire des fourneaux qui brûlent la fumée, c'est-à-dire qui absorbent la fumée pour que ça ne ressorte pas. En fait, c'est quoi? C'est des filtres plus ou moins élaborés qui n'absorbent rien du tout, ou qui au mieux transforment ce qui était gazeux sous une forme solide, mais ça absorbe. Donc au lieu de le rejeter dans l'air, on le rejetait dans l'eau, mais ça absorbe rien en fait. Et c'est l'invention du technosolutionnisme. C'est-à-dire un problème qui pose la question de où est-ce qu'on installe les ateliers, quelle échelle de production on implique, quel type de technique on fait, quelle est la dangerosité pour les récoltes à côté et le corps des habitants des environs. On va dire non, on va mettre une solution technique. Et c'est ce qui se passe de façon récurrente tout le temps depuis 150 ans pour tout. Et dans les années 70, il y avait des manifs contre les salons de l'auto, il y avait des dénonciations pas possibles des pollutions automobiles. Qu'est-ce que les constructeurs vont dire? Ils vont dire, vous inquiétez pas, en 2000, grâce au progrès technique des moteurs, on consommera 1 litre au 100, et grâce aux filtres à particules, de toute façon, les voitures ne rejetteront plus rien. Aujourd'hui, on consomme à peu près autant dans les années 70 parce que la vitesse, le poids des automobiles et tout ça a augmenté. Et les filtres à particules, on n'en parle pas. Il y a plein de problèmes. Et ça, voilà. Donc ce technosolutionnisme, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'évidemment, il a une très longue histoire. Et sa réactivation aujourd'hui autour du numérique, de l'IA, évidemment, s'inscrit dans un contexte avec des dispositifs totalement différents, mais s'inscrit complètement dans la même façon de penser le phénomène technique. Et donc ça, on l'explore demain. Un dernier mot pour conclure, c'est, tu parlais tout à l'heure de cette idée de regret, qui n'est pas forcément quelque chose de très intuitif. Il y a aussi une idée qui s'est développée ces dernières années, qu'il allait falloir qu'on apprenne à abandonner certains de nos dispositifs techniques, qu'il allait falloir apprendre à fermer certaines des choses qu'on utilise. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples, assez brièvement, de ces dispositifs qui peuplent notre quotidien et dont on se rend compte qu'il va falloir un jour savoir s'en passer? Alors, c'est là que ça devient piégeux. Et qu'en général, la discussion dégénère. Ça tombe bien, après on ouvre le micro, et là ça peut... Non, mais du coup, je vais répondre de façon à ce que ça ne dégénère pas trop. Mais, alors, bien sûr. Donc, je sais ce que... En fait, donc vous voyez bien, je ne sais pas si vous avez à peu près compris les jalons que j'avais essayé de mettre. Donc, dans ce contexte-là, en fait, il n'y a pas de fatalisme technique. Il y a toujours une pluralité de choix à chaque époque, et ces choix sont liés à des décisions collectives, d'une certaine manière, qui sont en général... Donc, comment réinstaller de la décision collective dans nos choix techniques, c'est la grosse question. Donc, alors, première chose là-dessus, désinventer et abandonner, démanteler, il y a tout un langage qui circule de plus en plus. Il y a un auteur qui s'appelle Alexandre Monin, qui a écrit un livre que vous avez tous lu sans doute, qui s'appelle Héritage et fermeture, qui réfléchit à ce que ça voudrait dire démanteler les infrastructures les plus dangereuses, les plus toxiques, qui imagine même de mettre en place des formations d'ingénierie associant des ingénieurs, des entrepreneurs, des spécialistes de sciences humaines pour imaginer des mécanismes de démantèlement. Bon, il y a toute une réflexion très poussée sur les centrales nucléaires, qu'est-ce que ça veut dire. Donc bon, ça c'est une question qui émerge de plus en plus, qui fait que à côté de cette fascination pour l'innovation, la puissance technique, il y a une réflexion qui s'engage de plus en plus sur le démantèlement, parce qu'on a bien conscience qu'il y a un certain nombre d'équipements, de dispositifs qui ne sont pas tenables sur la durée, ce qu'un physicien que j'aime beaucoup appelle les technologies zombies. C'est des technologies qui sont déjà mortes, mais qui continuent d'exister par une sorte d'inertie, alors qu'en réalité, elles sont complètement désajustées avec les besoins sociaux et environnementaux de notre époque. Des technologies zombies. Et si vous regardez bien, on peut toujours se demander, est-ce que j'ai une technologie zombie dans la main ou pas? Voilà. Donc c'est une question, vous voyez la figure du zombie. Le mort-vivant, qui est encore un peu en vie, mais plus tout à moitié mort. Bon. Donc c'est une première réponse. Deuxième réponse, c'est qu'en réalité, l'histoire des techniques doit un peu nous simplifier la tâche et nous alléger le fardeau. Parce qu'en réalité, c'est très simple à dire, l'histoire des techniques, c'est un vaste cimetière. C'est-à-dire que désinventer, abandonner et renoncer à des techniques, mais en fait, c'est tout à fait normal. C'est toujours comme ça que les sociétés ont passé. C'est-à-dire que la plupart des innovations, des produits, des trucs qu'on veut nous vendre, ils sont abandonnés ou ça ne marche pas, ou finalement personne ne les utilise. Et donc le truc était présenté comme révolutionnaire, 2 ans après, tout le monde a oublié que ça existait, quoi. C'est-à-dire que c'est l'économie de l'innovation et de la promesse qui fait qu'en réalité, il y a
beaucoup plus de techniques qui de toute façon disparaissent et sont désinventées que de techniques qui s'installent vraiment dans les pratiques et sur les marchés. Voilà, l'exemple emblématique, c'est le fameux Concorde qui était censé révolutionner le transport aérien et installer une nouvelle mobilité transnationale. C'était complètement une technologie désajustée aux besoins en matière de coûts, de besoins, de consommation d'énergie après le choc pétrolier. Donc le truc a été abandonné. Et en fait, les exemples sont innombrables. Et évidemment, les révolutions, ce qu'on appelle les révolutions technologiques, c'est aussi en fait des abandons à un rythme croissant et accéléré de dispositifs techniques, ce qui est d'ailleurs très frustrant. On s'habitue à un équipement, un système technique, et on nous dit qu'il est déjà désajusté, qu'il ne fonctionne plus, qu'il faut l'abandonner. Il y a même une frustration en fait de cette accélération. Et avec le monde numérique, il y a une accélération de ce renouvellement des marchandises qui est très largement lié au fonctionnement du système capitaliste, qui nécessite de maintenir des taux de croissance de la production pour permettre de redistribuer suffisamment de dividendes aux actionnaires, quoi. Donc tout ça, évidemment, il y a ces mécanismes économiques qui sont derrière ces logiques. Donc il faut se déculpabiliser et ne pas avoir honte de désinventer, d'abandonner, d'oublier. Bon. Donc, et puis dernier point, évidemment, et ça c'est la question politique, la question centrale, c'est qu'il faut repolitiser la question de la technique. C'est-à-dire, repolitiser, ça veut juste dire la remettre. C'est quand même l'une des rares choses qui est complètement extérieure à toute forme de délibération collective. Même si depuis 20 ans, vous avez des conférences de citoyens, tout un débat sur ce qu'on appelle la démocratie technique, sur la mise en place de procédures délibératives pour imaginer des formes de choix collectifs autour des techniques. Bon, on pourrait dire que ça a été des dispositifs qui ont accompagné plus que vraiment régler le problème, quoi. Mais en tout cas, ça soulève une vraie question qui est: comment est-ce qu'on peut reprendre la main sur nos choix techniques, qui sont aussi des choix environnementaux, sociaux et politiques? Et donc évidemment, à l'ère de la mondialisation actuelle, de l'hyperpuissance de certains industriels tout puissants et tout fous, c'est sans doute peut-être plus difficile qu'à aucun autre moment. Mais en même temps, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on assiste potentiellement à une telle crise sociale, à un tel effondrement environnemental, que évidemment, la conscience de la nécessité d'interroger ces choix techniques et de les remettre au cœur du débat collectif, je pense qu'elle s'impose à peu près à tout le monde. Et tout le monde en a conscience. Enfin, je pense que vous en avez conscience, c'est pas juste parce que vous êtes là, tout le monde en a conscience. Mais le problème, c'est qu'on en a conscience, mais on n'a pas de prise. Et ça nous paraît tellement gros, ça nous paraît d'un processus tellement autonome qui se développe dans des forces qui nous dépassent, sur lesquelles on n'a pas de prise. Parce que le système technique s'est considérablement complexifié, parce que le rapport qu'on a à ces marchandises et à la consommation technique s'est aussi transformé. Et ça s'incarne notamment dans l'incapacité croissante de bricoler, de se réapproprier ces dispositifs. Et donc on est dans ce moment tout à fait paradoxal, où on est dans un moment où les technologies hétéronomes, autoritaires et non conviviales prolifèrent comme jamais, alors même que la conscience de l'absurdité de ce système n'a jamais sans doute été autant partagée. Et ce qui manque évidemment dans ce paradoxe, c'est des institutions intermédiaires qui permettraient de faire le relais pour permettre de repolitiser, de reprendre le contrôle sur ces techniques. C'est quoi des institutions intermédiaires ? Alors, ça pouvait être les syndicats, parce qu'en réalité, je ne l'ai pas dit, mais le rôle historique fondamental des syndicats entre leur invention dans les années 70, 1870-1880 et leur crise dans les années 1980-90, ça a été de socialiser les forces productives et la puissance de la technique. En faisant quoi ? En redistribuant sous la forme de la diminution du temps de travail et d'augmentation de salaire les gains de productivité qui étaient permis par ces machines. C'est ce qui a permis pendant un siècle de faire accepter le progrès technique dont les populations d'Europe occidentale ont objectivement bénéficié par une augmentation de leur confort et de leur puissance individuelle, mais au détriment d'une grande partie du reste du monde. Or, c'est ça qui est en crise aujourd'hui, parce que les syndicats sont en crise, les corps intermédiaires qui ont structuré la société industrielle pendant 150 ans sont en crise de tous les côtés, et donc leur capacité d'intervenir dans ce domaine-là s'est considérablement affaiblie. Donc on se retrouve dans une situation où il y a le consommateur libre, mais impuissant, face à des hyperpuissances technologiques, capitalistiques, Musk et tous ces gens. Et il y a de moins en moins d'espace intermédiaire. Et comme les États sont pris dans une compétition internationale et pensent que leur insertion dans la compétition internationale passe par leur maîtrise de cette puissance technique, ils rajoutent dans cette course à l'innovation, à l'investissement, parce qu'ils pensent qu'ils vont s'imposer dans la compétition internationale. Donc on est vraiment dans une sorte de course en avant un peu folle, même si on voit bien en fait ce qu'il faudrait faire. Mais bon, c'est pas facile de le faire, quoi. Et puis tu as donné quelques exemples de choses qu'on peut faire. Il y a déjà le fait de s'informer, de détricoter le solutionnisme technique, encore une fois on en reparle demain. Le fait de bricoler, on va aussi en reparler demain. Tout ce week-end passe un peu là-dessus. Avant qu'on clôture cette première discussion, est-ce que vous avez des remarques ou des questions à partager qu'on puisse
justement ensemble et essayer de commencer à réfléchir à quelques prises qu'on a et qu'on va pouvoir développer pendant le week-end. Je pense qu'on n'a pas de micro, mais du coup vous allez avoir une technique et le fait de parler très fort marchera bien. J'ai été un peu long en fait, non? Non, ça va. Parfait, ça va. Oui, pardon. Donc la première question, je voudrais de votre part une définition de technique et technologie. C'est-à-dire quelle est la différence? Parce que du coup vous avez switché de l'un à l'autre et je sais très bien que c'est vraiment pas pareil. Et donc voilà, je voudrais bien votre définition. Je reformule juste donc la définition technique-technologie, si vous n'avez pas bien entendu. J'en ai pas. Non, mais j'ai une définition historique. Technologie, c'est un terme qu'on trouve historique, enfin étymologiquement, historiquement, ça désigne la science des savoir-faire opératoires. C'est-à-dire que le mot technologie en Allemagne, bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais le terme apparaît en allemand, en anglais, pour désigner en fait le logos de la technique. C'est-à-dire la science des savoir-faire opératoires. Et c'est dans la foulée de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert au milieu du XVIIIe siècle et dans le développement de toute une série d'encyclopédies à la fin du XVIIIe siècle qui ont comme objectif de codifier les arts et métiers. C'est ça, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, en fait, c'est une codification savante des arts et métiers dans une logique aussi d'expropriation des savoirs d'en bas par la science d'en haut. C'est ça, c'est un captage de savoir, l'encyclopédie, et une formalisation. Et donc la technologie, initialement, ça désigne en fait la formalisation savante des savoir-faire professionnels, des savoir-faire opératoires, le logos de la technique. Donc la science de la technique, au sens des savoir-faire, des savoirs opératoires, des savoirs des arts et métiers, des savoirs mécaniques du XVIIIe siècle. Donc étymologiquement, le sens ancien du mot technologie, c'est ça. Ce sens va disparaître au XIXe siècle, notamment va être remplacé par exemple en France par... mais le mot technologie dans ce sens-là était peu employé en France. On va parler par exemple de science appliquée. La science appliquée, ça va désigner un peu l'équivalent. C'est-à-dire la théorisation des savoirs techniques, des procédures techniques. Donc c'est le moment aussi où il y aura plein de choses à dire sur le moment où se noue une relation, une nouvelle entre ce qu'on appelle la science et ce qu'on appelle la technique, qui sont deux termes qui s'inventent au même moment. Parce que voilà, on va pas parler de ça, mais la science, ça ne veut rien dire non plus. C'est toujours perturbant, mais le mot science au singulier comme la science, ça n'existe pas avant le 19e siècle. Au 18e siècle, on parle des sciences. Vous avez des sciences morales, des sciences politiques, vous avez des gens qui s'intéressent à la physique, aux mathématiques. Les philosophes d'ailleurs, on s'intéresse un peu à tout. L'idée qu'il y a une science unique, bon, mais ça, c'est encore autre chose. Ça. Mais le lien entre science et technique, c'est une question complexe. Donc après, le mot technologie va changer de sens à la fin du 19e siècle, notamment en anglais, pour désigner en fait l'ensemble des technologies disponibles à un moment donné. Donc la technologie, ça désigne les technologies, notamment les nouvelles technologies qui sont disponibles, qui sont mises sur le marché. Et ce terme va s'installer un peu en anglais dans la première moitié du XXe siècle et arriver en France dans les années 50-60 dans ce sens-là. Et on va parler de technologie. Bon, et à la fin du XXe siècle, en gros, le mot va devenir un peu la technologie, c'est un peu le mot à la mode qui désigne les nouvelles technologies, les nouvelles innovations, les nouvelles techniques. Mais que c'est un terme qui n'a pas... Alors, après, il y a une autre définition qu'on peut donner, qui est plus récente, qu'un certain nombre de théoriciens technocritiques notamment ont essayé de dire. La technologie, c'est la technique à son stade industriel. La technologie, c'est ça que vous vouliez dire, c'est à ça que vous voulez en arriver. C'est-à-dire la technologie, c'est un système technique au stade industriel. Donc ça permet de sortir de cette idée de technique en caractérisant mieux le fait qu'il y a des techniques très différentes, évidemment. Vous avez des techniques conviviales, des techniques artisanales. La technologie, c'est la technologie qui est prise intrinsèquement dans un processus d'industrialisation, c'est-à-dire de puissance, de reproductivité, de productivité, dans un système économique. Oui. Donc aujourd'hui, il y en a plein qui disent qu'il faut distinguer la technique, potentiellement n'importe quoi, un crayon à papier, c'est une technique, enfin, tout est technique, hein, tout est technique dans le sens où des procédures opératoires pour transformer la matière pour produire un effet. C'est ça la technique fondamentalement. Donc, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose évidemment. Et donc il y aurait la technique qui serait consubstantielle à l'humanité. L'homme est homo faber et depuis l'hominisation, il a utilisé des artefacts pour médiatiser son rapport au monde. Des haches, des trucs. Et donc ça, vous voyez, c'est la vieille histoire évolutionniste du monde technique. On serait passé de la hache en pierre, ensuite aux outils en fer, pour arriver à l'IA, dans une sorte de trajectoire linéaire, inéluctable. Toute l'histoire des techniques, l'anthropologie montre que l'histoire des techniques, c'est pas ça. C'est une multitude de bifurcations, de retours en arrière, d'avancées. C'est beaucoup plus foisonnant que ça. Bon, et voilà. Donc
Oui, donc je suis toujours un peu gêné pour donner une définition unique, définitive, et quand même le faire d'autres disciplines, parce que je trouve que justement, c'est des notions qui sont complexes, et que si on donne une définition simple d'emblée, évidemment, c'est plus facile, on peut discuter, mais en même temps, on perd ce qu'il y a de problématique dans ces concepts et de ce que ces notions invisibilisent aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On va peut-être prendre une petite batterie de questions pour enchaîner. Une ici, une ici. N'hésitez pas si vous en avez d'autres pendant ce temps. Et après, on fait une petite réponse groupée. Mais, Ah, Donc beaucoup de place pour le désespoir et un tout petit peu pour l'espoir, ici. Vous avez parlé de l'agriculture, de la réticence du monde paysan pour parler court aux innovations et au progrès. On pourrait en discuter longuement, mais il y a un exemple ici qui est intéressant à Boucla, c'est que il y a deux choses. Dans le monde agricole, dans les années 60, l'intelligence politique a été d'unir, d'associer le monde agricole, les dirigeants agricoles, à la politique de développement qui allait mettre en place des gouvernements très associés. Vous savez que la DSEA est brillamment partenaire et transformatrice de l'agriculture. Et ce qui est assez rigolo, c'est que, enfin, je ne sais pas si c'est rigolo, mais à Boucla ici, il y a eu un gros débat, il y a eu une réflexion sur le monde paysan. Et le monde paysan progressiste de gauche, entre guillemets, s'est complètement investi dans la modernisation, dans la technologie, dans la technique. Ici, et au travers de Puma, qui était très développé ici, puisque dans la Loire, il y a un esprit collectif relativement important. Mais on a vu se développer des Pumas, des tas de trucs qui permettaient de faire valoir le progrès, les ensinages, on a remembré, on a bousillé les haies, etc. Et c'est pas pour cracher sur les gens qui ont fait ça, c'était pas inintéressant, c'était une réflexion, il y avait des débats, il y avait des bagarres, mais pas forcément sur la technique. Il y avait des bagarres sur le foncier, sur peut-être l'évolution de la grosseur des exploitations. Ici, pour les gens qui connaissent, le débat entre Marcel Bullion et Raphaël Bullion, c'est magnétique ici. Actuellement, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à ce qui s'est passé à l'époque, sur laquelle il ne faut pas cracher bêtement. Et on voit toutes les conséquences actuellement de ce développement des années 70 d'un point de vue agricole. Et actuellement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, si je peux me permettre de résumer, c'est le progrès appliqué à cette phase de modernisation agricole. Je me permets juste de couper un tout petit peu pour... Simplement qu'il y avait une idée humaniste là-dedans. bien sûr, bien sûr. Ouais, vous avez raison. Et actuellement, il faut continuer à réfléchir Oui. et à remettre en question ça, sans forcément cracher dans la soupe. Ah, mais on crache pas dans la soupe. Non, je dis pas ça, mais Non, non, mais bien sûr, mais c'est très important. On doit terminer à quelle heure là? Parce que là, on peut terminer tard. On est... Non, 5 minutes, non. On peut pas gratter 5 minutes de plus? Bon, alors, non, mais bon, alors je réponds rapidement parce que là, on pourra en discuter une heure après autour d'une bière. J'évoquais le monde paysan de la fin du 19e et je me suis pas arrêté sur les transformations agricoles des années 60-70 où là, effectivement, on est dans un tout autre monde et c'est compliqué parce qu'il y aurait plein de choses à dire. Bon, je vais d'abord dire un mot sur la désespérance. Alors ça, on me le dit tout le temps. Dès que vous travaillez sur ces sujets, vous travaillez, moi je fais de l'histoire environnementale beaucoup et il faut jamais désespérer Billancourt, il faut jamais terminer sur une note pessimiste, surtout dans un festival qui vise à rouvrir les futurs et l'avenir. Et donc j'ai été un peu maladroit en terminant de façon un peu trop négative, mais je peux pas faire autrement parce que objectivement il y a peu de lueurs d'espoir à part dire. Non mais à part dire le truc un peu non mais c'est un peu ridicule il y a plein d'initiatives partout qui foisonnent et tout ça va révolutionner. Bon, la réalité est quand même assez désespérante donc autant ne pas s'illusionner bêtement. Mais par ailleurs
bien sûr, je pense que mon discours n'était pas désespérant parce qu'on n'a pas cessé d'insister sur le fait, au contraire, qu'il n'y a pas de fatalisme. C'est ça qui est désespérant. Ce qui est désespérant, c'est que l'IA, c'est l'avenir de l'humanité. C'est que vous n'avez pas d'alternative agricole à des drones et à développer toujours de nouvelles molécules toujours plus toxiques pour résoudre les problèmes produits par les molécules précédentes. C'est ça qui est désespérant. Dire qu'il faut réouvrir la capacité de négocier collectivement, retrouver des points d'appui, des institutions qui nous permettent d'avoir une prise sur ces phénomènes qui nous dépassent jusqu'à présent, je pense que ce n'est pas désespérant, c'est le point de départ de l'émergence de potentielles nouvelles espérances. Et c'est ce qu'incarne très bien l'atelier paysan qui sera là aussi demain, qui essaye de faire ça précisément, qui s'appuie sur toute cette construction et relecture aussi de l'histoire des techniques, des mécanismes que j'ai essayé d'expliquer du passé, pour réouvrir de nouvelles possibilités sur le futur en inventant un autre machinisme agricole. Et c'est ça. Alors, pour être optimiste, effectivement, il y a quand même plein de choses qui se passent. Tous les débats sur les low-tech, tous les débats sur le démantèlement, tous les débats autour de l'atelier paysan montrent bien qu'évidemment, on n'est pas tout seul à se poser ces questions et que ces questions infusent dans l'ensemble de la société de plein de manières, d'en bas, mais qu'elles ont du mal à trouver des relais, des acteurs qui portent ces paroles, y compris dans l'espace politique. Je veux dire, moi j'ai fait une réunion, alors je vous raconte une anecdote absurde, mais j'ai fait une réunion il y a quelques années avec des gens de la direction des Verts qui m'avaient sollicité, parce que je suis tellement le monsieur qui a l'étiquette là, il m'avait sollicité pour me demander, il voulait qu'on discute. Il me dit, mais comment est-ce qu'on peut être technocritique en gagnant les élections en gros, quoi. Parce qu'il me dit, ouais, parce que si on commence à critiquer l'automobile et le smartphone, on est mort, on ne gagnera pas les élections. Donc comment... Tu leur as pas donné des conseils, c'est que ça n'a pas trop marché. Ah mais ça n'a pas vraiment marché. C'était Julien Bayou à l'époque, il est parti entre-temps. Non, mais j'ai discuté avec ces gens, ces politiques, qui étaient... c'était fascinant, c'est-à-dire qu'ils étaient totalement conscients de toute une série de problèmes radicaux, mais ils étaient incapables de les transformer en mots et en projets politiques parce qu'ils étaient coincés dans leur propre calendrier électoral, leur propre attention au sondage, à ce qu'ils pensent que l'opinion pense. Et donc, comme ils pensent que le peuple sans doute est un peu con, ils posent pas ces questions parce qu'ils disent que c'est des questions trop compliquées, qu'il faut le déplier, comment on peut faire un programme électoral avec ça, comment on peut créer du désir en parlant de renoncement, de décroissance, de diminution des flux de matière. Je veux dire, c'est sûr que c'est pas facile. Et donc, je pense que c'est l'un des enjeux, c'est-à-dire comment construire de nouvelles formes d'espérance. Alors là, je donne juste un exemple que j'ai découvert dans le train en arrivant jusqu'à chez vous. Il y a un roman qui vient de sortir, que je trouve qui a l'air génial, mais je l'ai pas encore lu, mais je vous invite à regarder, d'Adrien Klent. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un romancier qui a fait toute une série de romans assez fascinants dans les dernières années. Et là, il vient de sortir un bouquin qui s'appelle Le jour zéro. Oui, alors il imagine une catastrophe, une éruption solaire gigantesque qui fait disparaître tous les outils électroniques. Et donc tous les appareils électroniques de la surface de la Terre ne fonctionnent plus. Et donc on pourrait imaginer que c'est le point de départ d'une dystopie catastrophiste terrifiante, où on va se retrouver à la mode Mad Max, tous en guerre contre tous. Et en fait, non. Ce qu'il imagine, c'est un monde où les sociétés profitent de cette catastrophe pour réinventer d'autres rapports sociaux, d'autres rapports à la matière, d'autres cultures techniques, d'autres formes de bricolage. Et donc, son récit, qui aurait pu être parfaitement déprimant et comment tu dis, désespérant, en fait... Et ça, c'est intéressant. Je pense que si ça avait été écrit dans les années 80, ça aurait fini en Mad Max. Et d'ailleurs, le rôle de Mad Max dans la construction d'un avenir bouché et d'un fatalisme technique a joué un rôle important parce qu'on s'est tous dit, putain, si on n'a pas envie de vivre comme ça. Et là, ce roman dit tout autre chose. Que, en fait, l'effondrement de ce qui est la condition de notre modernité, de notre progrès, en fait, serait peut-être une chance et une possibilité, une sorte d'incitation. Alors évidemment, c'est un roman, c'est une fiction, ça repose aussi sur une conception politique un peu simple et une sorte d'éloge de la catastrophe qui est très ambiguë sur le plan politique, mais qui soulève aussi, je trouve, une question importante. Alors ensuite, sur l'agriculture, là, on peut pas développer parce que c'est trop long, mais c'est majeur. Le monde paysan dans les années 50-60, qui a été quand même le groupe social le plus massivement transformé, je veux dire, en 2 générations, il y a eu ce que Pierre Bitoum et Alfandéry, je ne sais pas si vous connaissez, les sociologues là, qui ont écrit un livre, ça, Le sacrifice des paysans, où ils analysent de façon critique la modernisation agricole. Enfin, depuis les années 70, c'est tout un genre en soi d'étudier les transformations, la modernisation agricole et ses impacts. Et tous ces travaux montrent bien que le monde paysan était pluriel, hétérogène, entre la gauche et la droite. On a retrouvé, il y avait un communisme rural très dynamique dans de nombreuses campagnes, peut-être pas ici, j'en sais rien, mais que le monde paysan était très divers, que ce que vous appelez l'écumat, c'est vachement intéressant parce que l'écumat,
c'était précisément une stratégie de socialisation collective du progrès technique. Mais dans les années 50, on n'était pas c'était pas les mêmes tracteurs qu'aujourd'hui, quoi. Je veux dire, à la limite, le tracteur des années 50, c'est le tracteur quasiment de l'atelier paysan, ou qu'on appellerait aujourd'hui une machine low-tech par rapport au monstre mécanique. Donc l'ACUMA, c'était une manière évidemment d'entrer dans la modernité de façon progressive, collective, donc en repartant aussi des bases communautaires qui étaient le fonctionnement normal du travail et des logiques paysannes. Mais ces CUMA se sont peu et peu effrités pour beaucoup. Le machinisme agricole a été pris, le contrôle sur le machinisme agricole s'est opéré par des grandes firmes multinationales qui ont installé leur machinisme. Le monde paysan qui a essayé de résister pour ne pas disparaître s'est effondré. On est à quoi, 2% d'actifs agricoles. Donc quand on parle des paysans, on parle de quoi en fait? On parle de quelques agro-managers, j'exagère, mais qui ont subsisté en absorbant leurs voisins, en faisant disparaître les autres. Donc cette histoire du monde paysan et de sa modernisation, c'est à la fois l'histoire, c'est aussi l'histoire d'une catastrophe, et c'est l'histoire aussi de plaintes, de protestations invisibilisées, parce qu'on était dans ce cadrage modernisateur, et les paysans... Je ne dis pas que les paysans sont contre le progrès, c'est le discours que les agronomes tiennent depuis le XVIIIe siècle. Les paysans est l'incarnation du barbare réfractaire au progrès qu'il faut socialiser et intégrer dans la modernité. Et c'est toute l'histoire depuis le XVIIIe siècle. En fait, ça a commencé avec les savoirs agronomiques du XVIIIe et ça s'est accéléré après 1945, qui est le mouvement final. Et la guerre a joué un rôle majeur là-dedans parce qu'après 1945, les paysans étaient accusés d'avoir été collabos et d'avoir profité de l'occupation. Donc du coup, en plus, il fallait encore plus les éliminer parce qu'ils étaient victimes d'une tâche morale, quoi. Donc les mécanismes d'élimination du monde paysan après 1945 sont innombrables, ont été marqués par des tiraillements. Il y a un magnifique travail en cours d'un jeune historien qui fait une thèse sur le remembrement agricole dans les années 50-60, où il montre une chose qui était quasiment invisible jusqu'à présent, mais que vous aviez sans doute conscience, et que les gens qui vivent dans le monde rural et qui ont eu les témoignages et la tradition orale qui s'est maintenue le savaient, et que les résistances au remembrement agricole ont été considérables, bien plus que ce qu'on imagine. Parfois on imaginait une sorte de truc, une sorte le progrès ne s'arrête pas, le remembrement ne s'arrête pas, c'est la manifestation du progrès, c'était le discours de l'époque. En fait, il y a eu des guerres civiles dans les villages bretons, il y avait des villages qui ont fait sécession, il a fallu envoyer des quarts de CRS pour... donc c'était une quasiment guerre civile dans les campagnes, mais qui a été un peu visibilisée dans les années 70 quand les paysans ont été rejoints par d'autres notamment, mais voilà, donc voilà, bon, je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait parler des heures de tous ces sujets passionnants, mais merci à vous. Merci beaucoup François Jarige d'avoir été avec nous pour ouvrir cette session.